Dans cette vidéo, on va parler du TCP et de l'UDP. Pourquoi connaître ça? Parce que tu as envie d'être pentester. Donc, tu dois connaître toutes les attaques qui vont toucher le TCP. Au niveau de la session, il y a des attaques de DOS, de déni de service, et comment je scanne un réseau. Tout ça, moi là, je vais pas te l'apprendre maintenant, mais je vais t'apprendre les bases qui vont te permettre ensuite de comprendre ces problématiques. Alors, je vulgarise, à vous d'aller creuser, encore une fois. On va parler un peu du transport layer, la couche de transport, comment elle fonctionne, et comment également l'application, la couche applicative, l'application layer, utilise les services pour identifier un serveur et un client. Puisqu'on a des processus, on a une communication entre un serveur et un client et un serveur, c'est l'architecture de base que vous retrouverez quasiment partout, et on utilise à la fois le TCP, qui fait partie du TCP/IP, et de l'UDP, qui fait également partie du TCP/IP. D'accord? Donc le TCP, c'est le Transmission Control Protocol, protocole de transmission, de contrôle de transmission, pardon, et le User Datagram Protocol, l'UDP. D'accord? Qui est utilisé pour faire fonctionner des protocoles de transport via Internet. Soit on utilise le TCP, soit on utilise l'UDP. Alors, je vous ai dit, c'est ce principe de couche qui communique. Une couche supérieure communique avec une couche inférieure, et la couche la plus basse peut communiquer qu'avec les couches les plus hautes. Encore une fois, modèle TCP/IP que tu dois apprendre par cœur. Alors, avant de voir un petit peu les différents services que peut rendre la couche de transport à la couche applicative du haut, il faut qu'on revoie quelques petites bases au niveau du réseau. Vous savez que les réseaux informatiques, tout simplement, ne sont pas fiables. Ça veut dire que Internet n'est pas fiable. Internet utilise de nombreux points de communication au cas où on perdrait un nœud de communication. Également, tu as des paquets. Ces paquets peuvent être perdus durant le voyage entre la source et la destination. D'accord? Un paquet, il est perdu à cause peut-être de la congestion réseau, peut-être qu'il y a une perte de connexion de ton côté, peut-être du serveur, peut-être d'un des nœuds du réseau, qui va permettre de te rattacher, de te faire communiquer avec l'extranet, avec Internet. D'accord? Il peut y avoir plein de problèmes techniques différents qui vont faire que malheureusement tu vas avoir des pertes de paquets. Alors, c'est pour ça qu'on a deux types de protocoles. Au niveau de notre couche de transport, on a chacune à ses avantages, ses inconvénients. On va parler de la première, du TCP. Le TCP, justement, on a vu, le contrôle de la transmission. Ça veut dire que ça garantit la livraison des paquets. D'accord? Grâce à ça, une application, en fait, elle peut s'assurer, en utilisant le TCP, que l'ensemble des paquets seront livrés via la couche de transport. Donc la couche applicative, elle aura tout ce qu'il faut. Ton application, elle attend une communication au réseau, c'est la couche de transport qui lui livre, et il faut l'ensemble des paquets. Donc on dit qu'elle est connection oriented. Elle est orientée sur la connexion. D'accord? Tu dois établir une connexion avant de pouvoir transférer de la donnée. Ça, tu dois bien le garder en tête. Le TCP, c'est utilisé partout pour le transport. La plupart des applications l'utilisent en fait. Et c'est ce qu'on appelle très souvent, le protocole IP fait partie d'une suite plus grande qu'on appelle TCP/IP. Les clients mail, ton navigateur web, les serveurs FTP, ton client FTP qui se connecte à un serveur FTP sont les applications les plus connues et utilisées sur Internet, qui utilisent notamment le protocole TCP. D'accord? Ensuite, on a l'UDP. L'UDP, il est beaucoup plus simple. Lui, malheureusement, il garantit pas les paquets, il est sans connexion, par opposition au TCP qui est orienté au niveau de la connexion. On parle de connectionless, d'accord, en anglais. Alors l'UDP, il est bien plus rapide. Pourquoi il est plus rapide? Puisque, vu qu'il n'y a pas cette vérification des paquets, il est naturellement moins tolérant aux pertes de paquets, mais on va envoyer beaucoup plus de paquets. Un nombre de paquets par seconde qui sera beaucoup plus grand. D'accord? Là, ce qui compte, c'est pas la qualité, c'est la quantité. D'accord? Et ça peut être très intensif. C'est pour ça que, je te donne un exemple, si on fait des attaques DOS, de déni de service, tu vas saturer beaucoup plus facilement avec de l'UDP qu'avec du TCP. Parce que tu pourras envoyer plein de paquets qui vont faire un déni de service. D'accord? Mais
plus terre à terre. Nous, l'UDP, c'est utilisé pour le VoIP, c'est utiliser toi, cette vidéo en streaming. Alors, elle utilise l'UDP, elle utilise un protocole même qui s'appelle le QNIC, QNIC, qui est utilisé maintenant, c'est le dernier protocole, donc c'est un peu différent de l'UDP. D'accord? Mais dis-toi que YouTube utilise de l'UDP. Là, tu es en train de voir une vidéo grâce au protocole UDP sur YouTube. D'accord? Et les autres plateformes fonctionnent comme ça. Et tu le vois. Des fois, malheureusement, il y a un glitch. Tu as des artefacts audio. Tu as le son qui grésille. Des fois, tu as ma voix qui va pas passer. D'accord? Ou tu peux avoir la vidéo qui va se pixeliser ou qui va devenir noire et qui va revenir tout de suite après. Ça, c'est parce qu'on ne vérifie pas les paquets. On les envoie dans le désordre, à l'inverse du TCP où on les envoie dans l'ordre. D'accord? C'est vérifié. Donc, si je devais faire une brève analogie, parce que ça sera à toi de creuser, on a le TCP, on a l'UDP. On a une bande passante. La bande passante, c'est comment tu fais communiquer tes informations. La bande passante est beaucoup moins bonne en TCP, puisqu'elle est orientée connexion, mais ça garantit la livraison de l'ensemble des paquets. À l'inverse, l'UDP a une bien meilleure bande passante. On fera passer beaucoup plus de paquets par seconde. Elle est pas orientée connexion, elle est connectionless et elle ne garantit pas la livraison de l'ensemble des paquets entre deux destinataires. D'accord? Donc les applications et leurs processus, en fonction des besoins, pour communiquer sur le réseau, elles vont utiliser tantôt du TCP, tantôt de l'UDP. D'accord? Donc il y a ce principe de datagramme au niveau de l'IP qui va atteindre un hôte et après, il va falloir savoir. Ça, c'est au niveau de la couche de transport, quelle est la destination du processus. D'accord? Et comment on fait ça? Tout simplement grâce au port, protocole et des ports. Donc, il faut introduire le principe de port. Les ports, tu les utilises tous les jours sans le savoir. Je te donne un exemple, tu utilises ton navigateur web. Si tu mets HTTP dans la barre, tu sais que automatiquement, en fait, ça se connecte à une adresse IP, sauf que toi, tu la connais pas, l'adresse IP, ça sera un nom de domaine. D'accord? Tu vas aller sur www.toto.fr. Mais toto.fr, en fait, c'est une adresse IP. Ce nom de domaine, il est converti en adresse IP grâce au service DNS. Le DNS, toi, tu retiens plus facilement www.toto.fr que une adresse IP en 10, 12, 124, 48. D'accord, par exemple. Donc, automatiquement, HTTP, en fait, il y a un deux points et ça fait www.toto.lehacker.fr, deux points, port 80. 443, c'est du HTTPS. Donc en informatique, on a tout le temps ce principe de paire, d'accord? La paire, elle est, comme son nom l'indique, il y a deux choses. On a l'adresse IP, on a notre séparateur deux points et on a le port. Alors le port, en fait, il permet d'identifier sur un réseau simple le processus et à quelle machine on va avoir affaire. D'accord? Ça permet d'identifier le processus sur le réseau et on va pouvoir comparer le port. D'accord? C'est un peu comme quand tu prends une lettre. Sur la lettre, il y a le nom, il y a l'adresse. D'accord? De ton destinataire. Pour nous, c'est l'adresse IP. Ça va identifier peut-être parfois le bâtiment. Comment le nom de la personne à qui on envoie l'adresse, à qui on envoie la lettre, tout ça, ça va permettre de quoi? De délivrer ce qu'il y a dans notre enveloppe. Sur l'enveloppe, tu notes tout ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, il y a la lettre. Là, c'est le corps du message, d'accord? Mais pour pouvoir délivrer mon enveloppe, dans l'enveloppe, il y a la lettre, et sur l'enveloppe, il y a des métadonnées. Ces métadonnées, tu l'as bien compris, pour nous, ça va être notamment une adresse IP, ça va être notamment un port. C'est comme ça qu'on va savoir qui fait quoi, ou quand. D'accord? Alors, je te mets une image très simple. On a des clients PC, et notre client, c'est le PC de Toto. Et Toto, lui, il a son port local et il a des ports distants. Le port local, généralement, c'est des ports aléatoires qu'on va utiliser, qui sont utilisés là notamment pour aller sur le serveur web. C'est le 3028, d'accord? Et on a un client mail, c'est le 1022. Alors tu sais bien que c'est pas les ports en fait dédiés, puisque à l'inverse, le
PC de Toto se connecte à Internet, et si j'ai envie de communiquer avec du SMTP, faire du mail serveur, ben je sais que c'est le port 25. D'accord? Le serveur, lui, utilise tout le temps le bon port, sinon ça serait très compliqué. On peut utiliser un autre port, mais il faut que la personne qui se connecte au serveur soit au courant. D'accord? C'est pour ça qu'on modifie dans notre navigateur web, des fois, le 2 points, au lieu de mettre 80, on va lui mettre 80-80, parce qu'on sait que le serveur web ne tourne pas sur le port 80, il tourne sur le 80-80. D'accord? Mais pour faire simple, un serveur SMTP, un mail serveur, ça tourne tout le temps sur le 25. D'accord? Un serveur web, en clair, en HTTP, c'est toujours le port 80. Par contre, tu vois que les ports qui sont en local sur la machine de Toto, lui, il s'en fout. Hein, en fait, c'est l'ordinateur qui choisit des ports aléatoires. Et on n'a pas besoin de quoi? De dupliquer. J'ai pas besoin forcément d'utiliser mon port 25 chez moi pour me connecter à un port 25 à distance. Je peux en prendre n'importe quel autre, en fait. Hein, puisqu'on a des ports communs de 0 à 1024, on a d'autres qui sont dédiés. Et on a une plage, la plage haute, hein, des 49 000 jusqu'à 65 535, qui est utilisée justement pour généralement utiliser des ports aléatoires. Donc moi sur mon PC j'utilise souvent des ports aléatoires, c'est pas un problème. Ce qui compte c'est le bon protocole et le bon port pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Donc soit c'est par défaut ça marche du premier coup, soit il va falloir que je modifie en conséquence le port pour que mon application mail, mon client mail puisse se connecter au serveur mail, pour que mon navigateur web puisse se connecter au serveur web distant. Alors, comme je te disais, il y a corrélation entre mon port local 3028 et le serveur web sur le port 80. Port local 1022 pour le client mail, aucun problème. C'est un port local. Par contre, port distant, si je veux communiquer en SMTP port 25, il faudra que ça soit le bon pour le serveur de mail. Donc toutes les communications du navigateur web sont servies sur le port local 3028. Donc ça, c'est notre source. Par contre, la destination, hein, si je veux que mon navigateur web comprenne que HTTP c'est bien le port 80, et par défaut, hein, il faudra que ça soit le port 80. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une communication sortante de mon port local 3028. J'atteins en sortie le port 80. D'accord? Toutes les communications en retour du serveur vont s'effectuer sur le port 80 du serveur web et vont atteindre mon port 3028 pour que je puisse communiquer avec mon navigateur web. D'accord? J'espère que c'est clair. Pareil, exactement pareil pour le port du client mail avec le serveur mail. Le client mail en local, c'est le 1022, en source, c'est le 25, et toutes les communications qui viennent du serveur mail sur le port 25, ça c'est la source, arrive à mon port de destination, mon port local, en fait, le 1022. Alors, on peut aussi avoir plein d'instances. Hein. Je te donne un exemple, c'est tous les onglets que tu ouvres sur ton navigateur web. Hein, tu vas naviguer constamment avec plein de navigateurs, plein de serveurs mail. Il n'y en a pas qu'un. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un 3028, on a un 8723 et c'est le serveur web qui me les sert. D'accord? Donc chaque processus va se réserver un port différent et en fonction des besoins, aléatoirement, tu vas ouvrir en local des ports pour chaque onglet de ton navigateur web. D'accord? Donc je te donne un exemple. A, il va communiquer avec le serveur web 3028, c'est la source, hein, c'est le A, pas de problème. Et c'est rerouté automatiquement vers le port 80 d'un serveur web. B, lui, il utilise 8723, un autre onglet ou un autre navigateur de ton poste client, de Toto. Et tu vois qu'il va également être rerouté vers un autre serveur web sur le port 80, protocole HTTP. Donc il n'y a pas de problème, hein, c'est comme ça que tout fonctionne. Donc, si vous avez suivi un peu, je vous ai dit qu'on avait une paire adresse IP port. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 192.168.5.3 communique 2 points sur le port 80. D'accord? Le 10.11.12.1, 2 points, 443, le port 43. L'adresse 172.16.8.9, 2 points, 22, communique sur le port SSH. D'accord? Mais comment on peut savoir en fait quel est le bon port pour tel service? D'accord? Comment je fais le distinguo entre HTTP
port 80, HTTPS, port 443 et SSH, port 22. Donc je t'ai parlé des ports connus, qu'on appelle aussi ports communs. C'est les 1024 premiers, mais on part de 0. Donc c'est l'intervalle 0-1023. Ils sont utilisés par les serveurs, la plupart du temps, pour vous servir. D'accord? Comment je te sers? Je te rends des services via un serveur et je te sers. D'accord? Et je te rends un service. Ça, faut bien le comprendre. Donc, un serveur web, un navigateur web, pardon, va se connecter à un serveur en HTTPS. On n'a pas besoin de spécifier, je te le disais, à moins que le port soit différent, le port 443. Tu utilises HTTP automatiquement, de facto, c'est le port 80 dans ton navigateur. Si c'est du HTTPS, ça sera le port 443 en destination. Ok? Tu suis toujours ce que je te raconte? Donc, les 1023 premiers ports, ce sont les ports connus. On s'en sert pour gérer des processus entre un client et un serveur, parfois des daemons, ce qu'on appelle techniquement des services. Le serveur a des services qui te rendent des services. Ça te permet, c'est un moyen mémotechnique pour te rappeler de tout ça. Alors, qui gère tout ça? C'est l'IANA. L'IANA, c'est une organisation internationale qui va définir tout simplement les ports et ils sont référencés dans un document que je te mettrai en description de la vidéo. Alors, il y a certains ports, tu peux pas t'en passer. Tu dois les connaître par cœur. On a le SMTP 25, on a le SSH 22, on a le POP3 110, on a l'IMAP 143, on a le HTTP 80, HTTPS 443, on a du NetBIOS 137, 138, 139 en Active Directory, on a du SFTP. Quelle est la différence avec le FTP? Le SFTP, c'est le Secure FTP, d'accord? Donc ça sera beaucoup plus sécurisé. On a le 21, qui est le FTP classique. On a un des plus anciens protocoles, c'est le Telnet, le 23, qui est pas du tout sécurisé. On a le Remote Desktop Protocol, le 3389. On a du MySQL sur 3306. Et on a du Microsoft SQL Server sur le 1433, 1433. Donc maintenant que vous connaissez tout ça, je vais introduire le concept de démon. Le démon, c'est un programme qui va nous rendre un service. On appelle ça un service sous Windows, on appelle ça un démon sur un système Unix Linux. Grosso modo, les administrateurs système vont pouvoir changer la configuration du démon et éventuellement changer le port, tout simplement, sur lequel le service qui est rendu par le démon attend la connexion. Donc, pourquoi on fait ça? Tu l'as bien compris, pour complexifier la tâche aux pirates. Les pirates vont vouloir scanner ton infra, ils s'attendent que le port 22 soit utilisé pour le SSH et que un serveur FTP utilise le 21. Tu vas complexifier. Tu vas faire tourner ton démon FTP par exemple sur le 4982 au lieu du 21, tu l'as compris, et le démon SSH sur le 8821 au lieu du 22. Donc il faut bien comprendre qu'il faut qu'on comprenne en fait comment les ports sont utilisés par les applications. On va se servir des entêtes. Les entêtes, les headers, vu que tout est encapsulé, on a le body, on a également les headers, TCP, UDP. D'accord? Donc comment le serveur et le client au niveau des applications peuvent connaître le port à utiliser? On a deux champs qui sont utilisés dans les entêtes, à la fois du protocole TCP et UDP, c'est la source et la destination. Donc là on parle de port, donc de port source et de port de destination. D'accord? Pareil pour les adresses IP, pareil pour les adresses MAC. Tu sais que c'est des notions source et destination que tu reverras tout le temps en réseau. Et enfin, là, vous avez un header TCP. D'accord? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des flags, on fait un checksum, on a des pointeurs urgents, on a du padding, du rembourrage, on a de la donnée, on a des options, on a des nombres de séquences. Donc tout simplement, la source et la destination sont inclus dans le protocole de la couche de transport au niveau du header. Là, c'est le TCP. Et on a également l'UDP, vous voyez, qui est un petit peu plus simple au niveau de son header. Alors, comment on peut vérifier tout ça? Comment je peux vérifier des connexions TCP, des commandes que tu dois connaître par cœur? Sous Windows, on va faire un netstat, N-E-T-S-T-A-T, pareil sous Linux. Après, c'est les arguments, les paramètres qu'on passe. Sous Windows, on va faire un -ano, A-N-O,
on va faire un -TUNP et on peut faire également sous macOS. On a, ou sous Linux, on peut faire un netstat-p TCP pour préciser le protocole et l'UDP-p UDP si on veut les deux, pas uniquement le TCP. Et sous macOS, tu vas faire un LSOF, donc LSOF-N-I4 TCP et I4-I4 UDP. D'accord? Puisqu'on utilise le protocole IPv4 en TCP et en UDP. Donc ça, c'est des commandes à connaître par cœur. Donc on utilise ces commandes pour voir les informations au niveau des processus qui sont en écoute sur la machine et des processus qui sont connectés à des serveurs distants. D'accord? Des remote servers, comme on les appelle. Alors, un bon outil aussi que je vous conseille tout le temps la suite sysinternal qui permet de faire beaucoup de choses. Vous avez TCP View, donc la vue TCP, littéralement, qui va vous permettre de voir les noms des processus, le PID, le protocole, les adresses à la fois locales et distantes, les ports à la fois locaux et distants, et l'état de la connexion, si c'est applicable. D'accord? Est-ce qu'on est en connected, connecting, en waiting connection, si on attend une communication, en established, si la connexion est établie. Bref, il y a plein d'états que je vous conseille de connaître. Alors, on va parler un petit peu du TCP. Je t'avais dit que c'était orienté connexion. D'accord? On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement, tu dois comprendre le freeway handshake. On fait une poignée de main en 3 voies. Je te redirige vers mes cours réseau. Donc, pour établir une connexion entre deux ordinateurs qui font fonctionner TCP, on doit appliquer 3 étapes, si tu veux. C'est ce qu'on appelle la poignée de main en 3 voies. D'accord? C'est ce qui va permettre la transmission des données. Alors, au niveau des champs de l'entête, on a le sequence number, le nombre de la séquence, l'acknowledgement number, les nombres qui permettent l'acknowledgement, c'est-à-dire, vous savez, SYN, SYNAC, ACK, SYNAC, d'accord? Donc, on va utiliser les flags SYN et les flags ACK, et ça va nous permettre d'envoyer en 3 voies. Il y aura 3 communications. Ça, c'est la première. Donc, on a SYN, SYNAC et la réponse ACK, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de 3 voies, parce que le handshake va permettre de synchroniser la séquence et acknowledger, donc rendre compte des différents nombres qui seront passés entre le serveur et le client. Si on a la bonne série, la bonne séquence, les bons nombres au niveau de notre SYN, de notre SYNAC ACK, la connexion est établie. On n'a plus rien à faire. La connexion entre le client et le serveur est effective. Alors, première étape, le client envoie un paquet TCP au serveur avec le SYN flag, d'accord, qui est activé et un nombre de séquences randomisé, aléatoire. Là, c'est le 329 avec le ACK 0. Deuxième étape, puisqu'il y a 3 étapes, le serveur répond avec un paquet qui a à la fois, cette fois-ci, le SYN, mais également le ACK. Au niveau des drapeaux qu'on a vus, les flags, et il va renvoyer un nouveau nombre de séquences randomisées. On était en 329, lui il répond en séquence 498 avec un ACK de 330. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était en séquence 329 plus 1 égale 330. Faut bien le comprendre. C'est séquentiel. Le ACK number, c'est toujours une simple incrémentation du SYN number. On a vu que le SYN number, c'est séquence 329 plus 1. Ça donne bien ACK 330. Ensuite, le client, il va se comporter comme le serveur. Lui aussi, cette fois-ci, va envoyer non pas à la fois un SYN ou un SYNAC, il va envoyer que l'ACK, acknowledge. Il va dire, OK, je te confirme qu'on est bon. Et là, qu'est-ce que tu vois? On passe en ACK 499. C'est normal, la séquence était 498 plus 1, 499. Et la séquence est 330 parce que en ACK, en SYNAC, on était à 330. Donc on garde la même séquence. D'accord? Donc je vous redirige vers les quelques ressources que je vais vous mettre. Vous devez parfaitement connaître la couche IP au niveau du réseau pour Linux, pour Windows, le TCP, faites des tutoriels.
comprenez aussi comment on va pouvoir analyser les paquets avec Wireshark, le principe de service name et de transport protocol via le YANA que je vous mettrai, et comment vous pouvez lancer TCP View pour mieux comprendre ce qui se passe sous Windows au niveau du protocole TCP IP. Voilà, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.